Aujourd'hui est un jour triste parce que je vais faire une vidéo que je ne voulais pas faire. Malheureusement, j'en suis contraint désormais. Voici près de 2 mois et demi qu'une banque au Cameroun bloque près de 100 000 € que j'ai envoyé à un fournisseur pour une transaction. La situation est devenue tellement grave que je pense qu'il faudrait que les autorités camerounaises, que la présidence du Cameroun soit au courant de ce que la BICEC fait aux clients, notamment ceux de la diaspora comme moi. Parce que voici une banque qui a bloqué mon argent depuis plus de 2 mois. Je parle ici de près de 100 000 €. Je vais vous expliquer concrètement dans les détails ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est très grave. On se finit par se demander s'il n'y a pas une volonté d'empêcher aux gens de travailler à développer nos pays. On finit par se demander si chacun à son niveau n'essaye pas de faire une mafia pour empêcher toutes les bonnes volontés de travailler à faire développer économiquement nos pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Philippe Simo. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis entrepreneur basé dans la diaspora, mais aussi dans plusieurs pays africains, parmi lesquels le Cameroun, dans lequel j'ai une entreprise. Et sur ma plateforme Investir au pays, j'encourage, j'incite, je motive la diaspora à rentrer investir en Afrique. Pas que, même les frères et sœurs du continent à le faire parce que je suis convaincu que c'est grâce à l'entrepreneuriat, au business, aux affaires qu'on va développer notre cher continent. Et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Mais il se trouve que sur cette plateforme, je suis aussi dans un exercice de transparence pour mettre en évidence les difficultés que l'on peut avoir, les challenges que l'on peut rencontrer. C'est dans ce cadre-là que la vidéo d'aujourd'hui s'inscrit. Donc si tu es nouveau ici et que tu veux entreprendre en Afrique, tu es au bon endroit parce que je continue de penser bien évidemment, malgré les difficultés, que l'Afrique est clairement l'endroit où il faut aller et s'investir pour faire que les choses changent. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications et tu partages les vidéos dans les différents groupes pour qu'elles puissent impacter un maximum de monde. D'ailleurs, si tu es dans la diaspora, très prochainement, je vais organiser des journées de formation pour t'expliquer comment faire pour rentrer investir en Afrique et comment éviter un certain nombre de pièges. L'expérience que je vais te raconter dans cette vidéo aujourd'hui est une parmi tant d'autres que j'ai et qui me permettent aujourd'hui de savoir un peu mieux comment fonctionnent nos pays, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut bien évidemment pas faire. Donc les dates, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, au Canada on a 2 dates. Ce sera le 20 août à Montréal, le 21 à Toronto, et aux États-Unis on a 2 dates. Ce sera le 27 août à New York, à Manhattan plus précisément, et le 28 au Maryland. Pour réserver vos places, dans la barre de description vous avez des liens qui vous permettent de le faire. Pour les amis qui sont à Paris, on se retrouve le 8 octobre pour une grande journée entrepreneuriale dédiée à l'industrie. Pour ceux d'entre vous qui veulent lancer des business en Afrique, il faut être là. Que vous soyez en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, je serai accompagné de Bertin Thiaufo, mon mentor, qui va vous expliquer comment il est parti de rien pour bâtir son empire aujourd'hui en Afrique. Donc, peu importe, si vous avez à cœur l'Afrique, vous devez être avec nous le 8 octobre. Qu'est-ce qui s'est donc passé avec la BICEC? Pour faire simple, j'ai une partenaire au Cameroun qui m'a proposé un deal qui m'a semblé intéressant, dans lequel je voulais investir. Je vais éviter de vous donner beaucoup de détails sur le deal parce que bien évidemment, je suis toujours dans le deal et c'est un deal que je veux lancer et sur lequel j'aimerais avoir une sorte d'exclusivité. Donc je ne vais pas donner beaucoup de détails sur le deal en lui-même. C'est un deal totalement honnête, hein, simple. C'est la dame me vend quelque chose qui me permet moi de m'en servir pour propulser mon business dessus. Donc, on a convenu d'un montant de transaction et bien évidemment, la transaction doit être financée par mon entreprise. Je ne finance pas ça à titre personnel. Et tout de suite, dans les discussions, il se pose une question. Mais comment je fais pour rapatrier cet argent? Je fais partie de la diaspora et comme beaucoup de personnes le savent, dans la diaspora, quand on a des affaires et que ça marche bien, on peut accumuler un certain capital. Donc moi aujourd'hui, parmi les missions de mes différentes entreprises, l'une d'entre elles consiste à investir en Afrique. L'une des choses que j'ai faites très rapidement, c'est que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas garder toutes mes initiatives au sein de la même entreprise. Il fallait que je crée plusieurs entreprises. C'est pour ça en réalité que j'ai plusieurs entreprises. C'est pas pour le plaisir d'avoir plusieurs entreprises. C'est juste que de manière pratique, je ne peux pas avoir une entreprise qui fait des formations pour l'Afrique et la même entreprise qui fait, par exemple, de l'immobilier. Il faut créer d'autres entreprises. Et donc, partant de là, avec mon fiscaliste, on a décidé simplement de scinder nos différentes activités en plusieurs entreprises. On a par exemple une entreprise qui gère des véhicules en France, Carcash, pour ne pas la nommer, qui est dissociée d'Investir au pays. On a une autre entreprise, par exemple, qui gère la formation. Quand je vous dis aujourd'hui que vous pouvez vous former avec moi
et utiliser le CPF, ce n'est pas avec Investir au pays, c'est avec une autre structure que j'ai créée qui s'appelle le plein potentiel. Et avec le plein potentiel, je peux vous aider à lancer votre entreprise, votre projet entrepreneurial grâce au CPF. Donc il y a eu cette logique-là de fractionner l'entreprise, Investir au pays, en plusieurs autres entreprises qui vont chacune d'entre elles se développer. Par contre, on s'est dit, ça fait totalement sens que Investir au pays soit l'entreprise qui investit en Afrique. C'est totalement logique avec sa dénomination, Investir au pays. Et donc, c'est avec Investir au pays donc que j'investis notamment sur ce projet-là en Afrique. Et donc, avec la dame, il est donc question simplement de pouvoir signer des documents qui autorisent mon entreprise à pouvoir lui faire des transferts. Et là, bien évidemment, il se pose une question, comment je fais pour transférer 100 000 € en Afrique? Comment je fais? Il y a plusieurs possibilités. Si je vais sur les plateformes de Western Union, MoneyGram, très rapidement, tu bloques. Ok, dès que tu envoies 2-3 000 €, ils commencent à t'alerter, alerter toute la République. Et puis, c'est pas vraiment fait pour faire des transferts d'argent conséquents. Il y a l'autre possibilité qui consiste à avoir des personnes, des particuliers. Et là, on fait un peu des choses au black. On fait un peu des choses, c'est-à-dire que je lui donne, la personne par exemple me donne des CFA au pays, moi je lui donne l'équivalent en euros. Mais comme c'est fait avec l'entreprise, comment je justifie que je vire de l'argent à quelqu'un? Je lui dis, ça ne se fait pas ça, il faut qu'il y ait un vrai motif. Donc cette solution-là aussi, elle est exclue. À partir de là, je me dis, mais de toute façon, j'ai pas volé mon argent, ok? L'argent qu'il y a dans les comptes bancaires de mes entreprises, c'est de l'argent gagné à la sueur de mon front. Et aujourd'hui, je suis dans une logique de pouvoir me développer en Afrique, donc à la réalité, je n'ai pas de raison d'être inquiété d'aucune manière que ce soit. Je vais faire des virements classiques. Je contacte donc le fournisseur et je lui dis, ok, vous savez quoi, je vais vous virer de l'argent depuis mon compte, depuis l'un des comptes de la société en France. Donnez-moi vos coordonnées et puis on va faire des virements. À ce moment-là, je me renseigne et j'ai un autre entrepreneur qui a l'habitude de faire des virements au pays qui me dit, écoute Philippe, tu ne peux pas faire des virements de plus de 10 000 € parce que si tu fais des virements de plus de 10 000 €, tu vas alerter les systèmes et on va commencer à investiguer sur toi. Je lui dis, mais de toute façon, si on veut investiguer sur moi, j'ai pas de problème avec ça. Mon argent, c'est pas volé, je ne finance pas de terrorisme ou de drogue, je ne sais pas trop quelle activité illicite. Je gagne proprement mon argent. Donc, je n'ai aucune crainte à ce niveau-là. Et puis, 2 jours, ok, j'ai compris la stratégie. Donc, à ce moment-là, je décide donc dans un premier temps de faire 5 virements de 9 500 €. Donc, des virements différents. En me disant, ok, on est en dessous de la barre de 10 000 €, donc il n'y a pas de problème. J'envoie donc plusieurs virements. Jusque quand j'envoie ces virements-là, je crois, le lendemain, quand je vois la note, parce que moi, ma banque, quand je fais un virement international comme ça, elle me prélève à peu près 50 €. Je me dis, mais attends, là, je viens de leur donner 250 € quasiment pour 5 virements, c'est bon, quoi. Si je dois faire ça pour 90 000 €, je vais pas arriver. Donc, du coup, je me dis, je vais faire un dernier virement qui est beaucoup plus conséquent avec le reste de l'argent. Comme ça, je vais faire un seul virement et je vais envoyer le reste. Et puis, de toutes les façons, voilà. Donc, du coup, je fais un dernier virement qui, lui, est un peu plus conséquent pour pouvoir atteindre à peu près les 100 000 €. Donc, tout l'argent est envoyé, prélevé de ma banque, les frais sont prélevés. Ma banque, qui sait très bien comment je travaille, tout le monde me connaît dans ma banque, jusqu'au grand directeur, parce que bien évidemment, je fais des chiffres qui sont intéressants. Et donc, forcément, quand vous commencez à atteindre une certaine taille de chiffre d'affaires, eh bien, les banquiers veulent vous connaître, ils veulent comprendre votre activité pour mieux vous encadrer, mieux vous prêter de l'argent. Donc, j'ai déjà eu des rendez-vous avec tellement de hauts dirigeants de mes banques en France, parce qu'ils voulaient comprendre comment je travaille, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, comment ils peuvent me financer dans cette croissance-là. Ça, c'est les banques en France. Donc, du coup, quand moi je dis dans la banque que je veux virer 100 000 € au Cameroun, ça ne leur pose aucun problème. Ils savent ce que je fais, ils savent comment je gagne de l'argent. Ma banque, mes conseillers bancaires, les directeurs de mes banques sont même venus à des événements que j'organise. Je vous ai parlé tout à l'heure des événements de formation à Paris. Lors du dernier événement, une des directrices de la banque est venue pour voir comment je travaille. Donc, notre travail est propre. On fait le virement sans aucun problème. Le virement, donc du coup, au niveau du fournisseur, quelques jours après, le fournisseur me contacte pour me dire, ouais, la banque me dit que l'argent n'est pas encore arrivé. Je dis, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'au bout d'une semaine, l'argent n'est pas arrivé? Il faut aller les voir. Elle me dit, l'argent n'est pas sur le compte. Elle va à la banque et là, la banque lui dit, ah oui, c'est vrai. On a vu de l'argent arriver, des virements de 9 500. Dedans, on demande quel est le montant des virements. Elle dit pour chacun des virements, ok, d'accord. Et à partir de là, alors ce que je vous dis là a eu lieu. Les 5 virements, je les ai envoyés, je regarde les dates, le 26 avril. Et le gros virement, je l'ai envoyé le 28 avril, donc 2 jours après. Jusqu'aujourd'hui.
Ok, on est en juillet, ça fait plus de 2 mois. La BICEC bloque l'argent. Alors, je vais vous dire quels sont les motifs de la BICEC. On va arriver à ça. Mais je trouve ça tellement révoltant, cette manière de mépriser les gens. Je trouve ça tellement choquant. Cette manière c'est-à-dire, tu te demandes vraiment si les Africains veulent qu'on se développe. Parce qu'au fond, ceux qui font des choses bizarres, ceux qui font des magouilles, ceux qui corrompent, ceux qui trichent, ceux qui volent, pillent, eux, ils font circuler l'argent. Par la BICEC et par d'autres banques. Mais ceux qui sont opérateurs économiques, qui travaillent proprement, eux, ils ont toutes les misères au monde pour pouvoir faire circuler leur argent. L'argent qu'ils n'ont pas volé. Si je peux faire une vidéo comme ça en Mondiovision pour parler de ce sujet, vous vous doutez bien que c'est parce que je suis clean à 200%. Que ce soit dans mon argent, dans les impôts, dans les TVA, je paye tout au fisc sans jamais garder un centime. Je ne dois rien à personne. Absolument à personne. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? L'argent arrive et l'argent est bloqué. La BICEC commence à dire aux fournisseurs, oui, mais c'est beaucoup d'argent, hein? Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? Donc la dame leur explique, hein, oui, c'est un de nos clients, il veut acheter tel élément. Le conseiller à la BICEC commence à lui dire, oui, mais c'est beaucoup d'argent. C'est ton problème si c'est beaucoup d'argent? Ça te concerne en quoi si c'est beaucoup d'argent? Je ne comprends pas d'abord ce type de question, venant d'une banque qui est supposée gérer des milliards. Ensuite, on lui dit, oui, madame, est-ce que vous avez un contrat qui vous lie à cette entreprise, qui prouve la transaction? Bien sûr, le contrat, on l'avait fait même jusque devant notaire. Donc du coup, la dame va prendre les éléments. Et dans le cadre du contrat, il demande des éléments de l'entreprise. Je leur envoie tout ce qu'ils demandent, le cabis, tout ce qu'ils demandent par rapport à l'entreprise. Je leur envoie tous les éléments. Tout est propre. Je leur envoie les éléments. 1 semaine passe, 2 semaines, je relance. Où en est-on? Je n'ai pas envoyé mon argent pour que la BICEC prenne mon argent pour le stocker dans leur compte. Où en est-on? Donc la dame repart mettre la pression à l'agence. Oui, on a besoin d'autres éléments. Chaque semaine, on a besoin d'autres éléments. Et chaque fois qu'il demande des éléments, j'envoie les éléments. Au bout d'un certain temps, je commence à me lasser et à m'agacer. Je leur dis, vous savez quoi? Si vous ne voulez pas que l'argent passe par votre compte, par votre société, par votre banque, renvoyez-moi mon argent. C'est simple, non? Vous me renvoyez mon argent. Aussi simple que ça. Quelle est cette banque qui va venir bloquer mon argent pendant des semaines et des semaines? Cet argent, il est fait pour tourner dans l'économie. Il n'est pas fait pour être stocké chez vous. Donc, renvoyez-moi mon argent. Donc, du coup, la dame va voir la banque pour leur dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à quand même beaucoup trop durer. Nous, on ne peut pas faire la transaction avec le monsieur. J'aimerais que vous partagiez cette vidéo le plus loin possible. Le plus loin possible. Et là, on lui change d'interlocuteur. Le nouvel interlocuteur vient maintenant, lui aussi, avec de nouvelles demandes. C'est du foutage de gueule. Et on parle ici de 90 000, de pratiquement 100 000 euros. Qu'est-ce qu'on dirait si on était à 100 millions, 200 millions, 300 millions? Ce sont des sommes que les opérateurs économiques au pays utilisent pour faire leurs transactions. Que dirait-on? Que dirait-on? Déjà, je pense que la BICEC, il faut en sortir. Déjà, clairement, je veux dire... alors, c'est qui la BICEC? Parce qu'au fond, il faut peut-être voir aussi l'historique de cette banque. BICEC pour Banque Internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit. Ok? La BICEC, c'est une banque qui est basée au Cameroun, qui appartient aujourd'hui à une filiale marocaine, BCP. Marocaine, c'est très important de préciser que ce sont des Marocains qui gèrent la BICEC. Ça a été une banque qui a été créée en 1962. C'était une fusion de BNCI et de Barclays en 1962. En 1994, Barclays et BNP sortent du capital. C'est-à-dire BNP, Banque nationale, la première banque de France, est à l'origine de la création de la BICEC. En 1994, ils sortent de là. En 1997, la Banque populaire rachète la BICEC. Vous savez ce qui est drôle? C'est que ma banque en France, au travers de laquelle je fais cette transaction, c'est la Banque populaire. Oui, ma banque en France, qui a fait les virements, c'est la Banque populaire. Donc la Banque populaire rachète en 1997 la BICEC.
Mais 2 ans plus tard, ils revendent la BCP. Et cette fois-ci, ils la revendent à la BCP. Et depuis 2019, donc, la banque marocaine, la BCP, a la BICEC. C'est donc cette banque marocaine aujourd'hui qui bloque mon argent, qui nous empêche de faire du business. Mais je croyais que les Marocains étaient panafricanistes. Je pensais que les Marocains venaient pour fluidifier les affaires. Je me rends compte qu'ils ont des méthodes de colons. Je me rends compte que cette banque-là empêche aux opérateurs économiques camerounais de pouvoir travailler. Au nom de quoi est-ce que vous, tous les documents que vous avez demandés, on vous les a envoyés? Donc finalement, quand je demande qu'on me rapatrie mon argent, ils disent ok, ils vont rapatrier l'argent. Vous savez quoi? Maintenant, pour rapatrier l'argent, ils demandent encore d'autres documents. Ils me demandent une DSF. Mais j'ai pas de DSF. En France, on ne fait pas de DSF, à moins que, je ne sais pas si c'est un document ou quel truc. Donc du coup, je leur envoie mon bilan, mon dernier bilan. Du coup, je suis obligé de leur montrer mes chiffres. Parce que ton bilan, ben, on voit tout dans ton bilan, on voit les chiffres, les bénéfices. Donc du coup, je leur envoie mon bilan. Vous savez ce qu'ils disent? Oui, on veut voir si votre entreprise a la capacité de pouvoir faire ce genre de transaction. Mais bon sang, vous vous prenez pour qui? Avant de vous envoyer cet argent, il y a bien une banque en France qui a vérifié et validé tout ça, non? Et vous allez vérifier comment on a une capacité financière. Les relevés de compte, les bilans, tous les documents, je vous les envoie. En tout cas, voilà la réalité aussi de nos pays. Il y a d'autres banques au Cameroun. Et je pense que je ne sais pas combien de temps va durer cette transaction. Je vous tiendrai informé. Mais je veux que cette vidéo parvienne à la direction générale de la BICEC. Ce que je dis là, c'est tenu à la BICEC de Bonanjo. À la BICEC de Bonanjo. Ils ont 100 000 euros chez eux qui sont bloqués. Et aujourd'hui, ils veulent les rapatrier. Mais ça, c'est encore un système pour garder cet argent pendant longtemps. Parce que le rapatriement va durer un certain temps. Le rapatriement de cet argent va durer un certain temps. On fait comment dans ces cas-là? On s'en sort comment? On travaille comment? On développe comment ces pays? Non seulement ces banques ne prêtent pas d'argent, ou alors quand ils prêtent de l'argent, ils te demandent des conditions impensables, avec des taux d'intérêt pharaoniques. Hier, je discutais avec un banquier ici à Abidjan qui me disait qu'eux, ils sont autour de 20-22% de taux. Au Cameroun, les taux sont exorbitants. Quand la BICEC vous prête de l'argent, si elle vous prête, c'est après avoir fait montrer patte blanche et montrer X milliards de documents. Mais je ne vous demande pas de me prêter de l'argent. Je ne vous demande pas un crédit. Je ne vous demande rien d'autre que de faire parvenir cet argent au fournisseur pour qu'il puisse faire une transaction financière. Bon sang, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Il faut que ce soit la présidence de la République qui appelle pour que vous puissiez faire une transaction financière. Et vous êtes une banque. Quelle est cette manière de fonctionner? Tout le monde vous met des bâtons dans les roues. C'est à se demander si on veut vous décourager en fait. Mais s'il n'y avait pas d'argent à faire au Cameroun, le Maroc ne serait pas venu. Donc la banque marocaine BCP vient au Cameroun pour faire de l'argent, mais elle veut empêcher à d'autres opérateurs de faire de l'argent aussi. Quand les opérateurs marocains viennent pour faire du business au Cameroun, parce qu'il y a de plus en plus d'opérateurs marocains, quand les opérateurs marocains viennent au Cameroun pour faire du business, ils ne transfèrent pas plus de 100 000 euros? Ils ne font pas plus de 100 000 euros de transfert par la BCP? Est-ce que la BCP, quand ce sont des opérateurs marocains, bloque leur argent? Ou alors c'est parce que c'est un petit Camerounais qui veut faire son business qu'il faut bloquer? Ça me dépasse ce truc. En tout cas, partagez la vidéo. J'espère qu'elle va faire réagir. Moi, je vais être sur votre dos, hein, les gens de la BCP là. Tant que vous ne libérez pas mon argent, soit vous payez le fournisseur, soit vous me remboursez mon argent. Tant que mon argent n'arrive pas à destination, l'une des deux destinations, je serai sur votre dos. Et ici, on a une très grosse communauté. Donc cette affaire-là, elle va monter haut. Et elle va monter très, très, très haut. S'il faut, jusqu'à la présidence. Parce que peut-être que vous, il faut qu'il y ait un téléphone noir qui appelle pour vous dire, libérez l'argent du petit là. Peut-être que c'est son appel que vous voulez pour libérer les choses. Je ne comprends pas comment on peut venir dans un pays et se comporter de cette manière. Mais je pense qu'il faut que je commence à exposer en fait. Parce que jusqu'à présent, j'ai beaucoup trop couvert. J'ai beaucoup trop gardé les choses en fait. Je pense qu'il est temps maintenant de commencer à exposer les gens. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Partagez-moi cette vidéo. Qu'elle soit vue par au moins 1 million de personnes. Que tout le monde la voit. Parce que cette banque-là, elle n'est pas qu'au Cameroun, elle est ailleurs.
Mais voilà comment elle procède. Et si donc ce cas n'est pas réellement un cas qui représente la logique avec laquelle cette banque fonctionne, qu'elle s'explique, qu'elle s'excuse et qu'elle s'exécute. Aussi simple que ça. Une banque est supposée être un partenaire qui accélère, qui facilite le business, pas qui a un frein au business. Ok? Pas qui a un frein au business. Merci.